Bienvenue, bonjour à tous. Aujourd'hui, un mini-webinaire sur un sujet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Que doit-on penser, ou plutôt à quoi doit-on penser lorsque on lance son e-commerce? Donc, quand on lance un e-commerce, finalement, aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, tout le monde commande en ligne, on se déplace moins, c'est confortable d'avoir la livraison à domicile ou en point relais comme on a l'habitude de le faire. Mais tous ces commerçants, ils ont des obligations à respecter, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La première chose, c'est quelle est la différence entre un commerce en ligne et un commerce physique? Eh bien, le commerce en ligne va répondre à la législation, va se retrouver dans la législation sur la vente à distance qui impose toute une série de contraintes légales qu'on n'a pas quand on se retrouve dans un commerce physique. Donc, quand vous allez acheter un vêtement, un livre, un pain, etc., vous n'avez pas toutes ces contraintes qui sont précises et qui doivent être respectées, sinon le contrat n'est pas valable. Donc le e-commerce, c'est vraiment le commerce en ligne par l'intermédiaire d'un outil informatique et pas celui qu'on aura si quelqu'un arrive dans le magasin, fait une commande via la borne en magasin et puis se fait livrer en magasin. C'est pas les mêmes règles, c'est bien celui qui est derrière son ordinateur et qui va se faire livrer ce qu'il achète. La grande contrainte qui existe sur la vente en ligne, c'est le droit de rétractation de 15 jours. Donc, la vente ne sera réelle qu'au terme des 15 jours calendriers qui suivent la réception par la personne de l'achat qu'il a fait. Il faut donc être vigilant au niveau de ce délai-là. Il faut bien garder ça en tête. Donc ça, c'est la différence entre le commerce en ligne et le commerce physique. Le droit de rétractation n'existe pas quand il y a un commerce physique. Donc si on va acheter quelque chose dans un magasin et qu'on a la possibilité d'échanger, dans les faits, c'est juste un geste commercial que vous fait le commerçant. Il n'est pas obligé de le faire. D'ailleurs, on voit progressivement que les plus petits commerces disent qu'un achat fait dans le magasin ne peut pas être, on ne peut pas y renoncer. Pourquoi est-ce qu'on a ce droit de rétractation en ligne? Ben parce que comme on achète sans avoir vu le produit, on a le droit de changer d'avis, à l'inverse du commerce physique, où là, ben, on achète, on l'a vu, on sait ce qu'on achète, il y a un défaut, on le voit, on est censé regarder, et donc on ne peut pas y renoncer. Alors, première contrainte et premiers éléments à penser quand on lance son e-commerce, c'est qu'on doit être équipé de toute une série de documents qui sont obligatoires. Ce sont des documents qui seront à disposition sur le site web et qui doivent être facilement accessibles. Alors, le premier, ce sont les conditions générales de vente. Ça, on doit, enfin, les conditions générales de vente ne sont pas obligatoires. Je vous renvoie à ce sujet-là à nos autres mini-webinaires, mais c'est fondamental parce que ça constitue le contrat entre la personne qui va acquérir quelque chose et la personne qui va le vendre. Si elle n'existe pas, on se retrouve avec la législation reprise dans le Code de droit économique et par conséquent qui protège beaucoup plus le consommateur que le vendeur. Donc, c'est fondamental de les avoir. Elles doivent être vraiment dans leur e-commerce. Dans un site de e-commerce, les conditions générales de vente doivent être disponibles sur toutes les pages du site web. Ça veut dire qu'on doit toujours, à tout moment, les consulter. Très souvent, elles sont en pied de page et elles y restent. Deuxième document nécessaire et obligatoire, c'est tout ce qui est règlement général relatif à la protection des données, donc notre fameux RGPD, les règles relatives à la vie privée. Ça se présente comment? Eh bien, c'est une politique de confidentialité qui sera de nouveau disponible sur le site web en permanence. Troisième document, c'est les règles d'utilisation du site internet, donc de ce fameux site de e-commerce. Ces documents, ce document électronique hein, toujours, mais les informations sont nécessaires pour savoir ce que le consommateur peut ou ne peut pas faire avec le site internet. Est-ce qu'il peut copier? Est-ce qu'il peut partager? Est-ce qu'il peut utiliser certaines données? Et dernier élément, c'est qu'il doit y avoir un archivage et un historique des commandes qui sont effectuées par le e-commerce. Ça veut dire qu'à tout moment, quelqu'un qui a passé une commande via la vente en ligne doit pouvoir retrouver son historique de commande et doit pouvoir, même plusieurs années après, doit pouvoir voir ce qu'il a commandé et à quoi ça ressemblait. Donc c'est fondamental d'avoir ces documents-là. Une série sont obligatoires, l'autre est plus que vivement conseillé pour se protéger en tout cas. Alors, le e-commerce a la particularité d'être un processus qui est réglé légalement. Cela signifie qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. En principe, une vente à distance formulée par email n'est pas
ne respectent pas la législation relative à la vente en ligne. Donc, le processus de vente en ligne est celui que vous voyez maintenant à l'écran. Pardon, je suis allée trop vite. Maintenant à l'écran, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Je prendrai les questions à la fin, mais je les garde bien en tête. Le processus est réglé légalement et il doit être celui-là. Et donc, il y a 3 grandes étapes dans le processus de e-commerce. C'est qu'à tout moment, la personne doit pouvoir savoir où elle en est dans le processus. Donc, on le fait classiquement sous la base d'une ligne du temps. Tout le monde a déjà vu en commandant des choses en ligne. On a une petite ligne du temps qui s'affiche avec étape 1, voilà, j'ai ma commande. Étape 2, je donne mes informations de livraison. Étape 3, je donne les informations de facturation. Étape 4, je valide avec obligation de paiement. Et donc, c'est important que le consommateur sache à chaque endroit, à chaque moment où il en est dans son processus. Et tant qu'il n'a pas validé avec obligation de payer, eh bien, il doit avoir la possibilité de renoncer à l'achat. Donc, c'est fondamental. Alors, la possibilité de renoncer à l'achat doit arriver avant validation de la commande et avant le paiement. Une fois que la commande est validée, vous n'êtes pas obligé, pardon, de permettre au consommateur de renoncer à la commande. Et forcément, après le paiement, il ne peut plus y renoncer non plus. Vous n'êtes pas obligé d'avoir cette possibilité de renonciation. Par contre, il y aura toujours le droit de rétractation de 15 jours quand il reçoit les produits commandés. Il y a certains sites web, certains sites de e-commerce qui permettent de renoncer à l'achat avant expédition. Ça, c'est quelque chose qu'ils proposent. Ce n'est pas une obligation légale d'avoir cette possibilité de renoncer avant expédition. De manière générale, j'aime pas trop cette possibilité de renoncer avant expédition parce que ça permet aux gens finalement d'acheter sur des coups de tête et ça vous génère, vous, en tant qu'entrepreneur, beaucoup de manutention, beaucoup de suivi pour finalement ne rien avoir à la fin. Donc, voilà, renoncer entre la validation du paiement, entre la validation de la commande et le paiement ou renoncer avant expédition, c'est une politique à prendre en interne pour voir un petit peu ce qui est le plus intéressant. Alors, avant le début du processus, donc on va identifier les étapes, on doit avoir cette possibilité de renoncer à l'achat, et puis avant le début du processus, la personne doit pouvoir avoir accès à comment on va payer, comment ils vont pouvoir payer. Est-ce que c'est un virement? Est-ce que c'est un PayPal? Est-ce que c'est un banque contact péconique, comme on a en Belgique aujourd'hui? Ou est-ce que c'est par une carte de crédit, par exemple? Vous n'êtes pas obligé, dans un e-commerce, d'accepter tous les moyens de paiement. Donc, vous êtes tout à fait autorisé à ne pas accepter les paiements par des cartes de crédit. Voilà, c'est aujourd'hui entré dans les mœurs qu'on peut payer avec une carte de crédit qui est le moyen de paiement le plus facile, mais ce n'est pas une obligation. Deuxième élément, c'est que la personne qui achète doit également connaître les restrictions de livraison. Donc, si on a fait tout le processus et que c'est seulement au moment de la validation de la livraison qu'on voit, par exemple, qu'on ne livre pas en Belgique ou qu'on ne livre pas en France, eh bien, on pourrait dire que le site de e-commerce n'est pas valable et que, par conséquent, on peut demander sa fermeture si on a un litige. Donc, il faut vraiment être le plus transparent possible au niveau du e-commerce, c'est fondamental. Donc, si on récapitule, dans ce processus qui est réglé légalement, on doit identifier les étapes de conclusion du contrat, on doit permettre de renoncer à l'achat avant validation de la commande et avant le paiement, pas forcément avant l'expédition, et le consommateur doit être informé de comment il peut payer, où on peut livrer. Attention, j'ai bien dit les restrictions de livraison, pas les montants relatifs au paiement de la livraison. Ça, vous pouvez le donner plus tard, au moment de la validation de la commande. Donc, au moment où je valide avec obligation de paiement, là, j'ai toutes les informations. Et s'il y a des frais de livraison, c'est à ce moment-là que je les donne. Vous n'êtes pas obligé de mettre les frais de livraison dans vos conditions générales de vente. Par exemple, ça peut sortir après. Donc, on voit que c'est strictement réglementé. En matière de e-commerce, il y a des mentions qui doivent obligatoirement apparaître dans le contrat qui est signé, entre guillemets, hein, qui est lors de la validation. Alors, c'est quoi la durée du contrat? Alors, quand on achète un objet, c'est facile. Le contrat, il prend cours au moment de la commande et il prend fin à partir du paiement au terme du délai de rétractation.
C'est moins précis quand on conclut en ligne un abonnement. Par exemple, quand vous concluez un abonnement à une revue que vous faites en ligne, ben, la durée du contrat doit bien être mentionnée. Il faut également la durée des obligations du client et du vendeur. Donc, mes obligations, si je veux signaler un défaut, c'est combien de temps? Mes obligations de renvoi de ce que j'ai acquis, c'est combien de temps? Donc, j'ai combien de temps pour le faire? De la même manière, quelles sont les obligations du vendeur? Est-ce que le vendeur doit livrer une fois, doit livrer tous les mois? Est-ce que le vendeur doit livrer à tel endroit et va le faire dans quel délai? Donc, il faut vraiment avoir toute cette durée d'obligation qui doit apparaître sur dans le e-commerce. Ça peut être dans les conditions générales de vente, pour autant que le consommateur y ait à chaque fois accès. Il faut mentionner le prix total, toutes taxes comprises. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un montant hors TVA et un montant avec la TVA ou autre taxe s'il y a d'autres taxes. Le bien vendu doit être décrit de manière précise. Vous vendez des chaussures, il faut mentionner que ce sont des chaussures brunes, qui ont des lacets, qui font telle pointure, qui sont en telle matière, etc. De manière à ce que la personne sache ce qu'elle va acheter. On évite ainsi d'avoir trop de retours dans le cadre du droit de rétractation. Il faut qu'il y ait un bouton validation de la commande avec obligation de payer. Et c'est vrai que ce bouton n'est pas aussi explicite dans de nombreux cas. En principe, c'est vraiment un bouton validation de commande avec obligation de payer. Vous pouvez éventuellement mettre sur le bouton validation de commande et en dessous avec obligation de payer, mais ça doit clairement apparaître qu'au moment où la personne clique, elle va avoir l'obligation de payer. Et enfin, l'email de confirmation, donc tout achat en ligne doit être suivi d'un email de confirmation. C'est une obligation mentionnée par la loi belge. L'email de confirmation va devoir reprendre toute une série d'éléments. Qu'est-ce que j'ai acheté? Qui est le vendeur? Qui est l'acheteur? À quel endroit ça va être livré? Euh, donc le montant et ainsi qu'un renvoi aux conditions générales de vente et la mention du droit de rétractation. Donc, il y a toute une série de mentions. Il faut être vigilant en matière de e-commerce. Alors se pose toujours la question de et l'intelligence artificielle dans tout ça, puisque finalement, on sait qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle intervient énormément dans l'e-commerce. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, cette intelligence artificielle peut exister, peut servir, hein. On a les petits robots auxquels on pose des questions dans tous les sites web. Il faut simplement que tout usage de l'intelligence artificielle réponde à des règles de sécurité et des règles de confidentialité. Donc, il faut être transparent sur qu'est-ce que va faire notre petit robot qui répond à mes questions et est-ce qu'il y a un contrôle humain derrière ou pas. En matière d'intelligence artificielle, il faut être vigilant aussi sur quel est le rôle de cette intelligence artificielle et qui va la contrôler. Ou bien est-ce qu'elle n'est pas du tout contrôlée et que vous faites confiance à quelque chose? Quelle est la responsabilité de nouveau ce petit robot qui vous donne des réponses? Est-ce que c'est juste un conseil ou bien est-ce que vous validez ça? Et de manière générale, il faut être transparent quand vous utilisez l'intelligence artificielle sur votre site web. Ces règles, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre de l'utiliser en toute sécurité. Faites preuve de transparence en incluant sur vos sites web non seulement une politique en matière d'intelligence artificielle, mais également des règles d'usage de l'intelligence artificielle. C'est valable pour le e-commerce, mais c'est valable pour n'importe quelle activité professionnelle qui recourt à l'intelligence artificielle. Donc, je suis au bout de mes 5 slides, puisqu'on sait que les mini-webinaires, c'est 5 slides et 3 questions. Je vois Arnaud qui nous a posé quand même une question déjà pendant que je parlais. Je laisse les autres réfléchir aux questions qu'ils ont éventuellement. Est-ce que l'historique de commande est une obligation légale et quel est le délai? Alors la question, c'est toujours quel délai? Donc l'historique de commande, oui, est une obligation légale. Donc à tout moment, le consommateur doit pouvoir voir la commande qu'il va avoir, les commandes qu'il aura passées sur le site web. Alors cet historique de commande ne doit pas forcément être via un espace en ligne. Vous avez la possibilité à chaque commande d'envoyer aussi par email l'historique de la commande. Donc c'est alors à la personne de conserver finalement cet historique de commande. Si vous le demandez, vous devrez le donner également. Donc le plus simple, c'est d'avoir l'historique de commande via un espace personnel, un compte client qu'il y a derrière. Alors le délai, le délai c'est souvent le délai de prescription ou le délai de garantie. Donc le délai de garantie, c'est un délai de 2 ans. Donc à tout le moins, il faut garantir l'historique de la commande pendant 2 ans.
Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Apparemment, pas beaucoup de questions. Il est déjà midi quart, pardon, donc on va respecter notre délai. Donc, vous commencez à nous connaître au niveau de Légal PME, donc n'hésitez pas à toujours nous poser vos questions. Prendre rendez-vous pour les 15 minutes gratuites également, qui nous permettront d'aller plus loin si vous le souhaitez au niveau de ce e-commerce et à répondre à des questions plus précises par rapport à votre activité. Parce que n'oubliez pas que, hormis ces obligations en matière de e-commerce, chaque activité professionnelle, chaque élément vendu en ligne doit potentiellement respecter des règles spécifiques au secteur. Donc, 15 minutes, c'est trop court pour faire l'état de tout ce qui est possible et imaginable. Petite date pour nos prochains mini-webinaires. Le 21 mars, on sera sur la gestion d'un conflit d'intérêts dans l'organe d'administration. En avril, on parlera du travailleur en incapacité de travail. Il y en a de plus en plus, mais qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Et en juin, on vous parlera de la concurrence déloyale. Et puis pour les autres, n'hésitez pas à nous faire parvenir par email les sujets que vous voudriez qu'on aborde. Nous, on est toujours ouverts à donner des informations qui vous concernent en tant que PME. Ces mini-webinaires, ils sont là pour vous. Et il me reste à vous souhaiter un très bon appétit. À bientôt.